Assieds-toi, le noir. La voix de l'agent Stéphane Mercier résonne, dure et méprisante, dans le silence feutré de la salle d'audience. Il ne prend pas la peine de baisser le ton. Au contraire, il semble savourer l'écho de ces mots sur les murs lambrissés du tribunal judiciaire de Millbrook. Une trentaine de visages se tournent, certains choqués, d'autres curieux, d'autres encore affichant une indifférence lasse. Chaque syllabe est un coup de fouet, entendu par tous, enregistré par la mémoire collective de ce lieu. Nicolas Leroy, en plein milieu d'une phrase, se fige. Le monde s'arrête. Je m'excuse. Je n'étais qu'en train de, tu n'étais rien du tout. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux l'ouvrir quand ça te chante dans mon tribunal? La voix de Nicolas reste un murmure contrôlé, à peine audible. Non, monsieur. Mercier s'approche, son ombre grandissant sur Nicolas, une présence physique menaçante. Tes excuses, tu peux te les garder. Vous débarquez tous ici, vous manquez de respect à la procédure. Vous me manquez de respect. Il saisit le poignet de Nicolas, une poigne de fer qui broie les os. Il tire violemment. Nicolas trébuche, projeté en avant, mais n'oppose aucune résistance. Son visage reste une toile blanche, un masque de calme impénétrable, même lorsque Mercier lui tord le bras dans le dos avec une brutalité calculée. Le couloir. Le changement de décor est brutal. La lumière blafarde des néons remplace la solennité du bois. Mercier plaque Nicolas contre le mur. La joue de Nicolas racle le crépi rugueux, une douleur vive et abrasive. Pauvre con. Le genou de Mercier s'enfonce dans la colonne vertébrale de Nicolas. Le souffle lui manque, ses poumons hurlent pour de l'air. Il ne dit rien. Dans 48 heures, un simple appel téléphonique fera regretter à Stéphane Mercier d'avoir ne serait-ce que frôlé cet homme. Mais pour l'instant, dans ce couloir sordide, Mercier se croit le maître du monde. 3 jours plus tôt, l'avion de Nicolas Leroy atterrissait à Lyon à 18h47. Il loue une vieille Renault 4, dont le moteur tout saute un peu, et conduit pendant 2 heures vers le sud, s'enfonçant dans une petite ville rurale en Occitanie. Là où l'autoroute cède la place à une départementale à 2 voies, où les champs de lavande et les vignobles s'étendent à perte de vue et où les stations-service, rares, affichent encore leur prix à la main sur des ardoises. Sa mère, Monique Dubois, habite la même maison où Nicolas a grandi. Une bâtisse en pierre avec des volets bleus, dont la peinture blanche s'écaille sur le porche. Les nains de jardin que son père avait achetés 20 ans plus tôt, souvenirs kitsch et tendres, bordent toujours l'allée. Monique ouvre la porte avant même que Nicolas ait pu frapper. À 68 ans, elle a la vivacité d'une femme de 50. Elle l'attire dans une étreinte qui sent la vanille et la lessive. Tu n'aurais pas dû faire tout ce chemin pour cette bêtise. Nicolas pose son sac. Ce n'est pas une bêtise, maman. Monsieur Bernard a construit sa clôture 1 mètre en plein sur ta propriété. Ce n'est qu'une clôture. C'est à terre. Le lendemain matin, Nicolas arpente la limite de la propriété, 1 mètre ruban à la main. La clôture du voisin, neuve et agressive, coupe nettement ce qui devrait être le potager de sa mère. Michel Bernard l'a installé pendant que Monique était chez sa sœur en Corrèze. Quand Nicolas frappe à la porte de Bernard, l'homme n'ouvre même pas entièrement. Votre mère a donné son accord. Elle n'a rien signé du tout. Bah, elle s'est pas plainte non plus. Nicolas garde une voix égale, chaque mot pesé. Je vous demande gentiment de la déplacer. Bernard le toise de haut en bas, un regard plein de dédain pour cet homme de la ville en visite. Et moi, je vous dis gentiment de foutre le camp de ma propriété. C'est à ce moment que Nicolas décide de saisir le tribunal de proximité, se représentant lui-même. Les frais de dossier s'élèvent à 35 €. L'audience est fixée rapidement. Jeudi matin, 10 heures. Le mercredi soir, Monique prépare un bœuf bourguignon. Il dîne sur la terrasse tandis que les moustiques tournent autour de la lampe anti-insectes. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle. Je sais. Tu as un travail important à Paris. Ça aussi, c'est important, maman. Il pose son assiette. Elle étudie son visage. Le même visage qu'elle embrassait pour lui souhaiter bonne nuit quand il avait 7 ans. Quand il rentrait de l'école en pleurant parce que les autres enfants l'insultaient. Quand il a décidé de devenir avocat pour se battre avec des mots plutôt qu'avec ses poings. Tu as toujours été têtu, dit-elle finalement. Nicolas sourit.
Je me demande de qui je tiens ça. Le jeudi matin, il enfile son costume bleu marine. Celui qu'il porte pour les audiences où il ne veut intimider personne. Quand il veut avoir l'air d'un type ordinaire essayant de naviguer dans le système. Il laisse ses documents du ministère de la Justice dans la voiture de location, sa carte professionnelle, sa carte d'identité officielle, tout ce qui crie « magistrat du parquet, pôle des droits de l'homme, Nicolas Leroy ». Aujourd'hui, il est juste Nicolas, fils, voisin, citoyen. Monique se tient sur le seuil de la porte alors qu'il part. Sois prudent. Ce n'est qu'un tribunal de proximité, maman. Je sais, mais quand même. Il se rend au tribunal, se gare sur le parking public, monte les marches dont le béton est fissuré, des mauvaises herbes poussant dans les interstices. À l'intérieur, le bâtiment sent l'encaustique et les vieux papiers. Un détecteur de métaux sonne à son passage. L'agente de sécurité, une femme blanche d'une cinquantaine d'années, lève à peine les yeux de son téléphone. Nicolas trouve la salle d'audience. 3e étage, salle 304. La porte est déjà ouverte. Les gens entrent. Il s'assoit au dernier rang, attend son tour, observe les autres affaires être appelées. Un litige locatif, une facture impayée d'un entrepreneur, une demande d'indemnisation pour accident de voiture. Quand le greffier appelle, Dubois contre Bernard, Nicolas se lève, s'avance vers l'avant. C'est là qu'il voit l'agent Stéphane Mercier, près de l'estrade du juge. Sécurité du tribunal, bras croisés, balayant la salle du regard comme s'il cherchait les ennuis. Leurs regards se croisent une fraction de seconde. L'expression de Mercier ne change pas. Nicolas se tourne vers le juge, et c'est là que tout dérape. Le juge, Pierre Dubois, est un homme blanc d'une soixantaine d'années, des lunettes de lecture perchées sur le nez. Il a l'air fatigué. « Monsieur Leroy, vous vous représentez vous-même » ? « Oui, monsieur le juge. » « Et il s'agit d'un litige de délimitation de propriété » ? « Oui, monsieur. » « La propriété de ma mère au 412 rue des Chênes. » Le défendeur a construit une clôture qui, monsieur le juge, si je puis me permettre. L'avocat de Bernard se lève, un homme en costume coûteux. Sa montre capte la lumière fluorescente. C'est une plainte abusive. Madame Dubois ne s'est jamais opposée à l'emplacement de la clôture. Mon client a agi de bonne foi. Le juge regarde Nicolas. Avez-vous des documents, des relevés de cadastre ? Nicolas plonge la main dans son dossier, en sort une copie du titre de propriété original, un relevé de géomètre récent qu'il a payé de sa poche, des photographies de la clôture. Oui, monsieur le juge. Si je pouvais m'approcher et vous montrer, un instant. Le juge lève une main. Laissez-moi d'abord voir les documents du défendeur. L'avocat de Bernard tend un dossier épais. Le juge le feuillette, prend son temps. Nicolas reste là, à attendre. Il s'entrempe perdu dans son dos. Il entend quelqu'un tousser, la climatisation qui cliquette. Après 2 longues minutes, le juge lève les yeux. Monsieur Leroy, je suis enclin à reculer. Nicolas se retourne. L'agent Mercier se tient à 1 mètre de lui. Pardon ? Dit Nicolas. J'ai dit, reculez. La main de Mercier est sur sa ceinture, près de ses menottes. Nicolas jette un regard au juge. Monsieur le juge, j'étais juste en train de, agent Mercier, ça va. Le juge fait un geste de la main. Monsieur Leroy, vous disiez ? Nicolas se retourne vers le juge, ouvre la bouche pour continuer. Mercier lui saisit le bras. Et Nicolas essaie de se dégager par réflexe. Pas violemment, juste un mouvement naturel. Ne me repousse pas. Mercier tire Nicolas en arrière, assez fort pour le faire trébucher. La salle d'audience s'enflamme. Des gens se lèvent, le juge frappe avec son marteau. Agent Mercier, ce n'est pas nécessaire. Mercier n'écoute pas. Il traîne Nicolas vers la porte. Le dossier de Nicolas tombe, des papiers s'éparpillent sur le sol. Monsieur, je ne faisais rien. Nicolas garde sa voix calme, ses mains visibles. Ferme-la. Mercier le pousse à travers la porte. Dehors, dans le couloir au mur en parpaing et au néon bourdonnant. 3 passants s'arrêtent, médusés. Mercier fait pivoter Nicolas, le plaque visage contre le mur. La joue de Nicolas heurte le béton.
Ses lunettes volent, atterrissent en cliquetant sur le linoléum. Tu crois que tu peux venir ici et me manquer de respect? Le souffle de Mercier est chaud sur le cou de Nicolas. Tu te crois meilleur que moi. Je n'étais pas, Nicolas peut à peine articuler. L'avant-bras de Mercier est pressé contre sa colonne vertébrale. J'ai dit, tais-toi. Mercier enfonce son genou dans le bas de son dos. Une fois, deux fois. Une douleur fulgurante traverse les côtes de Nicolas. Il halète. Ne se défend pas. Chaque instinct crie de se protéger. Mais il sait. Il a été formé. Pas pour ça, mais formé. Restez calme. Ne pas résister. Laissez faire. Mercier attrape les poignets de Nicolas, les tire derrière son dos. Des menottes en métal claquent, trop serrées, coupant la peau. Vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public et résistance à agent. La vision de Nicolas est floue sans ses lunettes. Il a un goût de sang dans la bouche, il s'est mordu la langue quand son visage a heurté le mur. Monsieur, s'il vous plaît. Sa voix n'est qu'un murmure. S'il vous plaît, quoi? Mercier se penche. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. S'il vous plaît, laissez-moi manquer de respect à votre tribunal. S'il vous plaît, traitez-moi différemment. Mercier le retourne. Nicolas peut voir maintenant. 3 témoins, figés. Une femme, la main sur la bouche. Un homme qui filme avec son téléphone. Mercier voit le téléphone, lui aussi. Il s'en fiche. Vous, les gens, vous n'apprendrez jamais. Il pousse Nicolas vers les escaliers. Allez, on y va. Les jambes de Nicolas fonctionnent à peine, la douleur irradiant dans son dos, ses poignets hurlant sous l'étreinte des menottes. En passant devant la porte de la salle d'audience, il entend le juge appeler à l'ordre. Il entend la voix de sa mère quelque part, paniquée. C'est mon fils. C'est mon fils. Mais Mercier continue de descendre les escaliers, traverse le hall, sort vers la voiture de patrouille qui attend sur le parking arrière. Nicolas Leroy est arrêté pour avoir tenté d'aider sa mère avec une histoire de clôture. Et Stéphane Mercier pense que c'est juste un mardi comme les autres. La vidéo est mise en ligne à 14h17. L'homme qui l'a filmé la poste sur X avec 3 mots. C'est l'Occitanie. À 15h, elle a 12 000 vues. À 17h, 200 000. À 20h, elle est en tendance nationale. Justice pour Nicolas. 2,3 millions de vues. La vidéo dure 42 secondes. L'image tremble, mais elle est assez claire. Mercier plaquant Nicolas contre le mur, le coup de genou dans le dos, les lunettes de Nicolas qui volent, son visage pressé contre le béton. Et le son, d'une clarté cristalline. Vous, les gens, vous n'apprendrez jamais. Cette phrase est coupée, partagée séparément, jouée en boucle, disséquée, analysée. Les comptes conservateurs, le contexte est important. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avant. Les comptes progressistes, c'est exactement ce dont nous parlons depuis des années. Les informations locales s'en emparent à 18h. France 3 en fait son titre principal. Un homme agressé par un policier lors d'une audience au tribunal. Ils ne connaissent pas encore le nom de Nicolas. Juste, un résident local assistant à une audience civile. Nicolas ne voit rien de tout ça. Il est dans une cellule de garde à vue à la maison d'arrêt de Millbrook. Ils l'ont enregistré à 11h30, lui ont pris son portefeuille, sa ceinture, ses chaussures, lui ont donné une combinaison de prisonnier jaune qui sent le détergent industriel. Ses côtes lui font mal. Ses poignets ont des ecchymoses violacées à cause des menottes. Il y a du sang séché sur son col, là où il s'est mordu la langue. Il est assis sur un banc en béton et fixe le mur. 8 heures plus tard, on l'autorise à passer un appel. Il appelle sa mère. Monique Dubois pleure depuis 6 heures. Sa voix se brise quand elle répond. Mon chéri, ça va? Ça va, maman. Il ne voulait rien me dire. J'ai essayé de suivre, mais il ne voulait pas. Je sais. Je suis désolé. Désolé? Tu n'as pas à être désolé. Sa voix monte. Cet homme t'a attaqué. Tout le monde l'a vu. Nicolas ferme les yeux, appuie son front contre le mur froid. Maman,
j'ai besoin que tu appelles quelqu'un pour moi. Qui? Il lui donne un numéro. Sa collègue, Sandrine Rousseau. Il dit à sa mère de lui dire qu'il va bien, qu'il a juste besoin de quelqu'un pour s'occuper de la caution. Nicolas, pourquoi tu ne leur dis pas qui tu es? Dis-leur où tu travailles. Maman, ils ne peuvent pas te faire ça. Tu es un magistrat fédéral, maman, s'il te plaît. Sa voix est ferme, mais douce. Pas encore. Appelle juste Sandrine. Silence à l'autre bout. Puis, d'accord, mon chéri. D'accord. Il raccroche, retourne dans la cellule, s'assoit sur le banc, attend. Dehors, la tempête grandit. Le pasteur Gérard Lenoir voit la vidéo à 18h30. Il connaît Monique Dubois depuis 30 ans. Il connaît Nicolas depuis qu'il est enfant. L'a vu obtenir son bac. L'a vu partir à la faculté de droit. Il passe des appels. À 20h, il y a 40 personnes devant la maison d'arrêt de Millbrook. À 21h, elles sont 80. Elles tiennent des pancartes, chantent, pas de justice, pas de paix. Les caméras des chaînes locales se multiplient. France 3, BFM TV, une chaîne d'information nationale, une chaîne d'information en continu. Un journaliste tend un micro au pasteur Lenoir. Que voulez-vous qu'il se passe? Je veux voir cet agent arrêté. Je veux voir la justice. Connaissez-vous l'homme qui a été agressé? Je connais sa mère. Je sais que c'est un homme bien qui essayait d'aider sa famille. Et je sais que ce que j'ai vu sur cette vidéo était une agression, pure et simple. À 21h47, le chef de la police Jean Leclerc tient une conférence de presse. Il est en grand uniforme, 3 étoiles sur son col, le drapeau français derrière lui. Il regarde droit dans la caméra. Cet après-midi, un incident s'est produit au tribunal de notre circonscription. Je veux assurer le public que nous prenons toutes les plaintes au sérieux. Cependant, il est important de ne pas porter de jugement hâtif sur la base d'informations incomplètes. Un journaliste crie « Monsieur le chef, la vidéo montre votre agent plaquant un homme contre un mur. » La mâchoire de Leclerc se crispe. L'agent Mercier a réagi à une perturbation dans la salle d'audience. L'individu en question a refusé d'obtempérer à des ordres légitimes. L'agent Mercier a agi conformément au protocole du service pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité de tous. Les lunettes de l'homme ont été projetées de son visage. Parfois, la force est nécessaire lorsque quelqu'un résiste. Il ne résistait pas. C'est sur la vidéo. Leclerc lève une main. L'agent Mercier est un membre décoré de ce service. 12 ans de service. Il a toute ma confiance. L'individu a été enregistré et sera libéré en attendant une date d'audience pour trouble à l'ordre public et résistance à agent. La conférence de presse se termine. La foule devant la prison double. À 22h15, Nicolas est libéré sous contrôle judiciaire. On lui rend son portefeuille, sa ceinture, ses chaussures. Son téléphone n'a plus de batterie. Monique l'attend dans le hall. Elle court vers lui, l'enlace malgré sa grimace de douleur quand elle touche ses côtes. Rentrons à la maison, mon chéri. Ils sortent par une porte dérobée, mais les caméras les trouvent quand même. Des flashs, des micros. Monsieur le roi, comment vous sentez-vous? Monsieur le roi, allez-vous porter plainte? Monsieur le roi, que voulez-vous que les gens sachent? Nicolas continue de marcher, la tête baissée, le bras de sa mère autour de sa taille. Ils arrivent à sa voiture. Elle conduit. Aucun d'eux ne parle pendant 10 minutes. Finalement, Monique dit « J'ai appelé ta collègue, Sandrine. Elle a dit qu'elle t'appellerait demain. » Nicolas hoche la tête. Elle a aussi dit « Monique s'interrompt. Elle a dit que tu aurais dû leur dire. » Leur dire quoi? Qui tu es? Ce que tu fais. Nicolas regarde par la fenêtre, les lampadaires défilent. Une petite ville d'Occitanie, la ville où il a grandi, où il a appris ce que la justice était censée être. Je ne devrais pas avoir à leur dire qui je suis pour être traité comme un être humain. Les mains de Monique se crispent sur le volant. Elle ne discute pas, car elle sait qu'il a raison. Et elle sait que ça ne changera rien. Le téléphone du chef Jean Leclerc sonne à 8h47. Il boit son café, lit les articles de presse.
La vidéo a 6 millions de vues maintenant. Sa boîte de réception contient 400 messages, moitié de citoyens inquiets, moitié de menaces de mort. Il décroche sans vérifier l'appelant. Leclerc. Monsieur le chef, ici l'agence de protection des hauts fonctionnaires. Leclerc s'arrête au milieu d'une gorgée. Pardon, qui? Agence de protection des hauts fonctionnaires. Nous appelons au sujet de Nicolas Jacques Leroy, enregistré dans vos locaux hier. Est-il toujours en garde à vue? L'estomac de Leclerc se noue. Non. Libéré hier soir. De quoi s'agit-il? L'identification de Monsieur Leroy a déclenché une alerte automatique lors de son enregistrement. Veuillez patienter pour le ministère de la Justice. La ligne clique. Leclerc se lève. Sa chaise grince. Il transpire. Une voix de femme retentit. Professionnelle. Froide. Chef Leclerc, ici l'inspection générale de la police nationale du ministère de la Justice. Savez-vous qui est Nicolas Leroy? Il a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Et Nicolas Leroy est magistrat du parquet, pôle des droits de l'homme. Il poursuit les fautes professionnelles des forces de l'ordre. Votre agent vient d'agresser un magistrat fédéral devant une caméra. La pièce tangue. Leclerc se rassoit lourdement. Il ne s'est pas identifié. Il n'a pas à le faire. Préservez toutes les preuves. Images des caméras piétons, registre de garde à vue, tout. Ne supprimez ni ne modifiez rien. Notre équipe arrive aujourd'hui. Vous recevrez une notification officielle dans l'heure. Elle raccroche. Leclerc fixe son téléphone. Sa main tremble. Il compose le numéro de la mère, Linda Dubois. Elle répond immédiatement. Linda, nous avons un problème. Je sais, cette vidéo est partout. Pire que la vidéo. L'homme que Mercier a arrêté est un magistrat du parquet, ministère de la Justice, pôle des droits de l'homme. Silence. Puis, et alors? Il poursuit les flics qui font exactement ce que Mercier a fait. Oh mon Dieu! Sa voix baisse. Est-ce que Mercier le savait? Je ne sais pas. La justice se pose la même question. Linda, si Mercier savait, je sais. Apporte-moi le dossier personnel de Mercier. Chaque plainte, tout. Maintenant. Leclerc raccroche, ouvre son ordinateur portable, cherche dans la base de données du personnel. Agent Stéphane Mercier, embauché en 2012. Il clique sur le dossier disciplinaire. 11 plaintes. Ses mains tremblent plus fort. 11 plaintes, toutes pour usage excessif de la force. Toutes classées sans suite par une enquête interne. Toutes validées par le chef Jean Leclerc. Il clique sur les noms. Léo Diallo, homme noir, 2018. Manon Petit, femme hispanique, 2019. Antoine Chen, homme asiatique, 2020. Philippe Sow, homme noir, 2021. Chacun d'entre eux. Des personnes de couleur. Chacun d'entre eux. Classés sans suite. Et maintenant, Mercier vient d'agresser un magistrat fédéral spécialisé dans ce type de profil. Leclerc ferme son ordinateur, prend sa tête entre ses mains. Sa carrière vient de s'arrêter. À 60 km de là, Nicolas est assis à la table de la cuisine de sa mère, son téléphone enfin rechargé. 53 appels manqués, 112 textos. Le premier appel est de Sandrine Rousseau. Il répond. Nicolas, pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire quoi? Que j'étais en Occitanie? Elle s'arrête. L'agence a signalé ta carte professionnelle lors de l'enregistrement. La justice sait ce qui s'est passé. Nicolas ferme les yeux. Sandrine, tu es un magistrat fédéral qui s'est fait agresser par la police locale devant une caméra. Ce n'est plus personnel. Je gérais la situation. Tu ne peux pas la gérer. Tu es la victime. Tu ne peux pas enquêter sur ta propre agression. Silence. Nicolas sait qu'elle a raison. 15 ans à monter des dossiers. 15 ans à enseigner aux policiers qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. Maintenant, il est le dossier. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demande-t-il doucement. La voix de Sandrine s'adoucit.
Maintenant, nous faisons ce que tu as toujours fait pour tout le monde. Nous te rendons justice. Nicolas fixe la table de la cuisine. La même table où il prenait son petit déjeuner enfant. Où son père lui a appris à faire ses lacets. Où sa mère lui a dit qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait. Il n'a jamais voulu ça. Jamais voulu être l'histoire. Mais Stéphane Mercier a fait ce choix pour lui. D'accord, dit finalement Nicolas. D'accord. Sandrine exhale. J'arrive aujourd'hui. Ne parle à personne avant que je sois là. Elle raccroche. Monique entre dans la cuisine, pose une assiette d'œufs devant lui. Mange. Nicolas regarde la nourriture. Ses côtes lui font toujours mal. Ses poignets ont toujours des bleus. Maman, je n'ai pas faim. Je m'en fiche. Mange. Alors il le fait. Parce que même quand le monde bascule, les mères préparent toujours le petit déjeuner et les fils écoutent toujours. Sandrine Rousseau arrive à 16 h dans un SUV noir avec 2 autres avocats du pôle des droits de l'homme. Elle a 45 ans. Tailleur impeccable, regard plus affûté encore. Elle travaille avec Nicolas depuis 8 ans. Le respecte plus que quiconque au bureau. En ce moment, elle est furieuse. Il s'installe dans le salon de Monique. Ordinateur portable sur la table basse, dossiers étalés sur le canapé. Monique apporte du thé glacé que personne ne boit. Sandrine regarde Nicolas. Le regarde vraiment. L'échymose sur sa pommette. La façon dont il grimace quand il bouge sur sa chaise. Raconte-moi tout, dit-elle. Nicolas s'exécute. Chaque détail. Le litige foncier, la salle d'audience. La réaction de Mercier. Sandrine prend des notes. Ne l'interrompt pas. Quand Nicolas a fini, elle reste silencieuse pendant 30 secondes. Puis, la réaction de Mercier était inhabituellement agressive, même pour ce que nous voyons dans ses affaires. Je me suis fait la même réflexion. Sandrine ouvre son ordinateur, affiche un dossier. Nicolas, tu surveilles la police de Millbrook depuis 8 mois. Affaire distincte, enquête sur un schéma de comportement. Oui. Le nom de Mercier est dans tes dossiers. Nicolas hoche lentement la tête. 11 plaintes, toutes classées. Sandrine tourne l'ordinateur vers lui. Regarde ça. C'est le dossier disciplinaire de Mercier. Plainte après plainte. 2018. Léo Diallo. Homme noir. 19 ans. Contrôle routier. Mercier l'a neutralisé au tasé. Diallo n'était pas armé. Ne résistait pas. Plainte classée. Preuves insuffisantes. 2019. Manon Petit. Femme hispanique. 32 ans. Mercier lui a cassé le bras lors d'une arrestation dans une supérette. Elle était accusée d'avoir volé une barre de chocolat à 1 €. Les images de surveillance montraient qu'elle avait payé. Plainte classée. L'agent craignait pour sa sécurité. 2020. Antoine Chêne. Homme asiatique. 47 ans. Manifestation pacifique. Mercier l'a aspergé de gaz lacrymogène directement au visage à moins d'1 mètre. Chêne a dû être hospitalisé. Plainte classée. Mesure de contrôle de foule justifiée. 2021. Philippe Sow. Homme noir. 53 ans. Réunion du conseil scolaire. Mercier l'a traîné dehors et l'a tasé sur le parking. Sow parlait pendant la période de commentaires publics. Plainte classée. Comportement perturbateur. 2022. Marie Leroy. Femme noire. 61 ans. Contrôle routier pour un feu arrière cassé. Mercier l'a plaqué contre sa voiture, lui a disloqué l'épaule. Plainte classée. Résistance à l'arrestation. 2023. Théo Martin. Homme noir. 28 ans. Vérification de bien-être. Mercier est entré chez Martin sans mandat, l'a mis en clé d'étranglement dans sa propre cuisine. La fille de Martin, âgée de 5 ans, a tout vu. Plainte classée. L'agent s'est senti menacé. 11 plaintes au total.
Toutes des personnes de couleur. Toutes classées sans suite. Toutes les enquêtes validées par le chef Jean Leclerc. Sandrine ferme l'ordinateur. Il savait, Nicolas. Savait quoi? Mercier savait qui tu étais. Il le devait. Nicolas secoue la tête. Comment aurait-il pu? Le téléphone de Sandrine vibre. Elle le regarde. Son expression se durcit. Nous venons de recevoir les images de la caméra piéton du partenaire de Mercier. Celui qui était dans la salle d'audience. Elle ouvre le fichier vidéo, augmente le volume. Les images montrent la salle d'audience sous un autre angle. Nicolas à la barre. Mercier à 2 mètres. Puis Nicolas commence à parler au juge. Mercier se penche vers son partenaire. Sa voix est à peine audible, mais le micro la capte. Regarde-moi ça. Je vais lui donner une leçon. Le partenaire répond, Mercier, il est juste en train de... Mercier l'interrompt. Je sais qui il est. Sandrine met la vidéo en pause. La pièce devient silencieuse. Nicolas fixe l'image figée. Remets-la. Sandrine s'exécute. Je sais qui il est. La poitrine de Nicolas se serre. Il savait. Il savait. Sandrine ferme son ordinateur. Quelqu'un lui a dit que tu venais. Quelqu'un au sein du service a divulgué ton identité. Qui? Nous le découvrirons. Au cours des 3 jours suivants, l'équipe de Sandrine travaille 16 heures par jour. Ils interrogent les témoins de la salle d'audience. 3 personnes ont tout vu. Toutes les 3 confirment que Nicolas était calme, respectueux, jamais agressif. Ils extraient les dossiers de surveillance de Nicolas sur la police de Millbrook. Le schéma est clair. 67 plaintes en 5 ans. 89% concernent des minorités. 3% aboutissent à une sanction. Ils demandent toutes les communications internes mentionnant Nicolas Leroy. Et ils commencent à interroger les autres victimes de Mercier. Léo Diallo est le premier. Il a maintenant 25 ans, travaille dans un magasin de bricolage, fait encore des cauchemars à propos du tasé. Il s'assoit dans le salon de Monique, raconte son histoire. Je rentrais du travail en voiture. Mercier m'a arrêté, a dit que l'éclairage de ma plaque était éteint. J'ai dit, oui, monsieur. Je vais le réparer. Il m'a demandé mes papiers. J'ai tendu la main vers mon portefeuille. Il a crié, sortez de la voiture. Je suis sorti. Il m'a dit de me retourner. Je me suis retourné. Puis je suis par terre, de l'électricité me traverse le corps, je ne peux plus respirer et je pense que je vais mourir. Les mains de Léo tremblent pendant qu'il parle. J'ai déposé une plainte. Ils ont dit que j'avais dû faire quelque chose pour lui faire peur. Je pèse 65 kilos. Mercier en fait 100. Mais d'une manière ou d'une autre, je lui ai fait peur. Manon Petit vient ensuite. Elle a maintenant 36 ans. Son bras ne s'est jamais complètement remis. Il a dit que j'avais volé. Je n'avais rien volé. J'avais payé mes courses. Je lui ai montré le ticket de caisse. Il m'a attrapé le bras et l'a tordu. Et je l'ai entendu craquer. Le bruit. J'entends encore ce bruit. Elle relève sa manche, montre la cicatrice de l'opération. Je ne peux plus soulever ma fille. Elle a 4 ans. Je ne peux pas la prendre dans mes bras quand elle pleure. Antoine Chêne, Marie Leroy, Théo Martin. Un par un, ils viennent. Un par un, ils racontent leurs histoires. Chaque histoire suit le même schéma. Mercier fait monter la tension. Mercier utilise la force. Mercier ment dans son rapport. Chaque fois, le chef Leclerc le couvre. Sandrine enregistre tout, documente tout. Le 4e jour, elle reçoit les archives des emails. Quelqu'un du service informatique de la police de Millbrook coopère, envoie tout ce qui a été demandé et plus encore. Sandrine ouvre le fichier à 23 heures. Nicolas et Monique dorment. Sandrine est seule dans le salon avec son ordinateur. Elle le trouve à 23h47. Un email envoyé 3 jours avant l'audience de Nicolas, de l'agent Lucas Santos à l'agent Stéphane Mercier. Objet, pour info. Corps du message, fais gaffe. Un type vient au tribunal jeudi.
Nicolas Leroy. Il est du ministère de la Justice. Celui qui enquête sur nous. Je pensais que tu devais savoir. Envoyé lundi 18h23. La réponse de Mercier est arrivée 40 minutes plus tard. De l'agent Stéphane Mercier à l'agent Lucas Santos. Objet, pour info. Corps du message, merci. Je m'en occupe. Envoyé lundi 19h03. Sandrine fixe l'écran. Ses mains tremblent. Elle prend son téléphone, appelle l'enquêteur principal à la justice, le réveille. On le tient, dit-elle. Mercier savait. Il savait exactement qui était Nicolas, et il l'a agressé quand même. L'enquêteur est silencieux pendant 3 secondes. Puis, transférez-moi tout. J'appelle le procureur de la République ce soir. Nous convoquons un grand jury. Sandrine raccroche, reste assise dans le noir, pense à Léo Diallo, à Manon Petit, à tous les autres. Pense au nombre de fois où ils ont raconté leurs histoires et où personne n'a écouté. Personne ne s'en est soucié jusqu'à ce que Mercier touche la mauvaise personne. Elle rouvre son ordinateur, continue de creuser, trouve un autre email, celui-ci datant de 2 jours avant l'agression. Du chef Jean Leclerc à l'agent Stéphane Mercier. Objet, jeudi. Corps du message, un magistrat du parquet assistera à l'audience demain. Nicolas Leroy, affaires civiles. Soyez professionnel. Envoyé mercredi 16h15. Réponse de Mercier. De l'agent Stéphane Mercier au chef Jean Leclerc. Objet, jeudi. Corps du message, je le suis toujours. Envoyé mercredi 16h22. Le chef Leclerc savait. Il savait que Nicolas était un magistrat fédéral. Il savait que Nicolas assistait à l'audience. Il a averti Mercier d'être professionnel, et Mercier l'a fait quand même. Sandrine imprime tout, organise tout dans des dossiers, preuve A à Z. À 2h du matin, elle ferme enfin son ordinateur, se dirige vers la chambre d'amis où Nicolas dort, reste dans l'embrasure de la porte, le regarde respirer. Il s'est battu pour des gens comme Léo et Manon toute sa carrière. 15 ans à monter des dossiers, à interroger des victimes, à accumuler des preuves, à chercher la justice. Maintenant, il est l'un d'eux. Mais cette fois, les preuves ne sont pas seulement solides. Elles sont accablantes. Elle retourne dans le salon, ouvre son téléphone, commence à rédiger la note qui mettra fin à la carrière de Stéphane Mercier. Dehors, Millbrook dort, ignorant qu'au matin, tout changera. Parce que Sandrine Rousseau a les preuves, et elle ne lâchera pas l'affaire. Le syndicat de police de Millbrook convoque une conférence de presse à 10h. Le président du syndicat, Dal Gauthier, se tient à un pupitre. Drapeau français derrière lui. 20 policiers en uniforme se tiennent en rangée. Démonstration de solidarité. Gauthier a 58 ans. Cheveux gris, mâchoire carrée. Il a défendu chaque policier ayant fait l'objet de mesures disciplinaires. L'agent Stéphane Mercier est un héros. 12 ans de service dévoué. Pas une seule mesure disciplinaire à son dossier. Un journaliste lève la main. Et les 11 plaintes? Gauthier ne scie pas. Toutes enquêtées, toutes non fondées. L'agent Mercier a fait son travail. La vidéo le montre en train de plaquer Monsieur Leroy contre un mur. La vidéo montre l'agent Mercier répondant à une perturbation. Monsieur Leroy a refusé d'obtempérer à des ordres légitimes. L'agent Mercier a fait son travail. Un autre journaliste. Monsieur Leroy est un magistrat fédéral qui enquête sur votre service. L'expression de Gauthier se durcit. Exactement. Un magistrat avec un agenda. Un homme qui a fait carrière en attaquant les forces de l'ordre. Il est venu à Millbrook chercher la confrontation. Vous dites que Monsieur Leroy voulait être agressé? Je dis que Monsieur Leroy sait comment manipuler les situations. C'est un avocat. Il sait ce qui fait vendre sur les réseaux sociaux. La conférence de presse se termine. À midi, les médias conservateurs s'en emparent. Un magistrat fédéral ayant l'habitude de cibler la police. Un avocat du ministère de la Justice pris en flagrant délit de perturbation d'une salle d'audience. Est-ce un coup monté? À 14h, quelqu'un divulgue le casier judiciaire de Nicolas. Cette amende de stationnement à Paris en 10 ans. 2 certificats d'immatriculation expirés.
Le titre d'un blog de droite, le passé trouble d'un magistrat du ministère de la Justice révélé. À 16 h, des comptes anonymes inondent les réseaux sociaux. Le roi a été irrespectueux au tribunal. Mercier est victime d'un lynchage médiatique. Pourquoi le roi ne publie-t-il pas l'intégralité de son casier? Nicolas voit tout ça. Assis dans le salon de Monique, faisant défiler son téléphone. Sandrine essaie de le lui prendre. Ne lis pas ces ordures. J'ai besoin de voir à quoi nous avons affaire. Une campagne de diffamation. Ça n'a pas d'importance. Mais si, ça en a. Cette nuit-là, la voiture de location de Nicolas est vandalisée. De profondes rayures sur le capot. Les 2 rétroviseurs arrachés. Monique la trouve le matin. Nicolas se tient dans l'allée, fixant les dégâts. De l'autre côté de la rue, un voisin qu'il connaît depuis l'enfance évite son regard. Fais une valise, maman. Monique croise les bras. Je ne quitte pas ma maison. S'il te plaît, juste pour quelques jours. Mon chéri, j'habite ici depuis 40 ans. Le téléphone de Nicolas sonne. Numéro inconnu. Il répond. Allô. Une respiration lourde. Puis une voix. Basse. Masculine. T'aurais dû la fermer, le noir. La ligne se coupe. Nicolas regarde sa mère. Fais ta valise. Maintenant. Monique voit quelque chose dans son visage. Quelque chose de dangereux, de protecteur. Elle entre, commence à faire ses bagages. 2 heures plus tard, Monique est chez sa sœur à 50 km de là. Nicolas reste. L'équipe de Sandrine installe des caméras de sécurité. Cet après-midi-là, la pression vient de l'intérieur de la justice. Le procureur général adjoint, William Preston, appelle le supérieur du supérieur de Nicolas. Nicolas, cette situation devient compliquée. Monsieur, j'ai été agressé. Les preuves sont claires. Je sais, mais l'optique est préoccupante. Vous êtes la victime et vous enquêtiez sur ce service. C'est un conflit. Je n'enquête pas sur ma propre agression. Sandrine travaille pour vous. La défense plaidera le parti pris, une enquête biaisée. Nicolas ferme les yeux. Que me demandez-vous? Retirez-vous complètement. Laissez une autre division s'en charger. C'est mon dossier. 8 mois de travail. Et maintenant, vous en faites partie. Vous savez que c'est la bonne chose à faire. Vous diriez la même chose à n'importe quel autre procureur. Silence. La voix de Preston s'adoucit. Vous avez passé votre carrière à vous battre pour l'intégrité. Ne la compromettez pas maintenant. Retirez-vous. Laissez le système fonctionner. Nicolas raccroche, reste seul dans la cuisine de Monique, pense à toutes les victimes qu'il a représentées, à toutes les fois où il a dit « Faites confiance au processus ». Le système fonctionne. Maintenant, il doit faire confiance à quelqu'un d'autre. Sandrine le trouve 1 heure plus tard, toujours assis à la table, fixant le vide. « Je me retire », dit-il doucement. Sandrine s'assoit en face de lui. « Nicolas, c'est la bonne chose à faire. Tu le sais. Ce n'est pas ce que je ressens. Ça ne l'est jamais. » Il la regarde. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est de le faire quand même. Cette nuit-là, Nicolas rédige la lettre. En raison de ma position à la fois de victime et de procureur principal dans l'enquête en cours sur le service de police de Millbrook, je me retire formellement de toutes les fonctions de poursuite liées à cette affaire. J'ai pleine confiance en mes collègues pour poursuivre la justice au nom de toutes les parties concernées. Il la signe, l'envoie à Preston, met Sandrine en copie, puis reste assis dans le noir. La maison de Monique craque, s'installe. Il pense à Léo Diallo, à Manon Petit, à tous les autres qui lui ont fait confiance pour se battre pour eux. Maintenant, quelqu'un d'autre doit se battre pour lui. Cela ressemble à un échec, même s'il sait que ce n'en est pas un. Dehors, une voiture passe lentement, ses phares fendant la nuit. Nicolas ne bouge pas. Reste juste là, se demandant si se retirer était une force ou une reddition. Se demandant si quelqu'un finira ce qu'il a commencé. Se demandant si la justice fonctionne quand on ne peut pas se battre pour soi-même. La maison est silencieuse.
Nicolas reste éveillé, attendant le matin. Nicolas envoie la lettre de retrait à 6 heures du matin. Il est assis à la table de la cuisine de Monique, regardant le soleil se lever. La même table où il prenait son petit déjeuner enfant. Où son père lui a appris à lire. Où sa mère lui a dit qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait. Il n'a jamais voulu être une victime. Son téléphone vibre. Un texto de Sandrine. Reçu. Je m'en occupe. 3 mots. Il devrait le rassurer. Ce n'est pas le cas. Nicolas se fait un café, se brûle la langue à la première gorgée. S'en fiche. Il tient juste la tasse et regarde par la fenêtre le jardin que sa mère entretient chaque printemps. La clôture qui a tout déclenché est toujours là, toujours à 1 mètre sur sa propriété. Il est venu ici pour réparer une clôture. Maintenant, sa carrière est en jeu. À 9 heures, il se rend au tribunal, le même bâtiment où Mercier l'a agressé. Il se gare au même endroit, monte les mêmes marches. Chaque muscle de son corps veut faire demi-tour. Il continue de marcher. À l'intérieur, un journaliste le reconnaît, crie son nom. D'autres affluents. Caméra, micro. Monsieur le roi, pourquoi vous êtes-vous retiré? Monsieur le roi, cela signifie-t-il que vous abandonnez l'affaire? Monsieur le roi, avez-vous peur des représailles? Nicolas garde la tête baissée, ne dit rien, se fraye un chemin jusqu'au bureau du greffier, dépose une requête dans l'affaire de propriété de sa mère, demande un report en raison des circonstances. Le greffier la traite sans le regarder. Nicolas ressort. Les journalistes sont partis, passés à une autre histoire. Il se tient sur les marches du tribunal. L'endroit exact où Mercier l'a traîné dehors. Où ses lunettes ont volé. Où 30 personnes ont regardé et personne n'a rien fait. Son téléphone sonne. Numéro inconnu. Il hésite à répondre. Allô? Monsieur le roi. C'est le juge Pierre Dubois de votre audience. La prise de Nicolas se resserre sur le téléphone. Oui, monsieur le juge. Je veux que vous sachiez, le juge marque une pause. J'aurais dû l'arrêter. Ce que l'agent Mercier a fait, j'aurais dû intervenir immédiatement. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Nicolas ne sait pas quoi dire. J'ai soumis une déclaration à l'enquête du ministère de la Justice, continue le juge. Les actions de l'agent Mercier étaient non provoquées et excessives. J'aurais dû le dire dès le début. J'ai eu peur du syndicat, des réactions, mais ce n'est pas une excuse. Merci, parvient à dire Nicolas. Non, merci à vous de ne pas avoir laissé tomber. Le juge raccroche. Nicolas s'assoit sur les marches, là, en public. Peu importe qui le voit. Il est épuisé, jusqu'à la moelle. Pas par manque de sommeil, mais par le poids de savoir que même avec ses qualifications, son éducation, sa position, il n'est qu'un autre homme noir qu'on a remis à sa place. Et il a dû se retirer de sa propre affaire parce que le système auquel il croit l'exige. Une voiture s'arrête. Sandrine en sort, s'assoit à côté de lui sur les marches. Ça va? Non. Tant mieux. Tu ne devrais pas. Il reste assis en silence. Finalement, Sandrine dit, 12 autres personnes se sont manifestées hier. Des victimes de Mercier. Des gens qui avaient trop peur avant. Ils n'ont plus peur. Nicolas la regarde. À cause de ce qui m'est arrivé? Parce que tu n'as pas reculé. Même quand ils s'en sont pris à toi, même quand ils ont vandalisé ta voiture et menacé ta mère, tu n'as pas reculé. Je me suis retiré. Tu as suivi les règles. Il y a une différence. Sandrine se lève, lui tend la main. Viens. On a du travail. Je ne peux pas travailler sur l'affaire. Non, mais tu peux aider les victimes. Celles que Mercier a blessées avant toi. Elles ont besoin de quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui est passé par là. Nicolas prend sa main, la laisse le relever. Léo Diallo veut te voir, dit Sandrine. Manon Petit aussi. Ils veulent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Nicolas hoche lentement la tête. Peut-être que c'est ça, la justice, parfois. Pas gagner sa propre affaire, mais s'assurer que les autres puissent gagner la leur. Il marche vers la voiture de Sandrine. Nicolas jette un dernier regard au tribunal,
puis monte, laissant Sandrine conduire. Pour la première fois depuis des jours, il a l'impression de pouvoir respirer. L'équipe de Sandrine s'agrandit à 6 avocats à la fin de la semaine. Il réquisitionne une salle de conférence dans un hôtel local. Des tableaux blancs couvrent 3 murs. Chronologie, preuves, témoins. Une carte de Millbrook avec des épingles marquant chaque incident impliquant Mercier. Nicolas n'est pas autorisé dans la salle de crise. Conflit d'intérêts. Mais Sandrine le briefe chaque soir. 23 témoins maintenant, dit-elle le 5e jour. Pas seulement les victimes de Mercier. Des gens qui ont vu des choses, les ont signalées, et ont été ignorés. 23 et ça continue. Les gens sont en colère. Ils sont en colère depuis des années. Ils avaient juste besoin que quelqu'un les écoute. Le lendemain matin, Nicolas rencontre Léo Diallo dans un café. Léo est nerveux. Il ne cesse de regarder la porte, de remuer son café sans le boire. « Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait, » dit Léo. « Quand j'ai déposé cette plainte, je pensais que c'était peut-être de ma faute. » Nicolas secoue la tête. Ça ne l'était pas. Mercier a dit que j'avais attrapé quelque chose. Il a dit qu'il craignait pour sa vie. Mais je n'ai rien attrapé. J'avais peur, et quand on a peur, on se fige, et ça leur fait encore plus peur. Sa voix s'éteint. Je sais, dit doucement Nicolas. Léo lève les yeux. Vraiment? Vous êtes un avocat. Vous êtes important. Moi, je ne suis que, vous êtes tout aussi important que moi. Mercier ne se souciait pas de qui j'étais, continue Nicolas. Il a vu ce qu'il voulait voir. La même chose qu'il a faite avec vous. Ouais, mais vous pouvez vous défendre. Nous pouvons nous défendre. Tous ensemble. Léo reste silencieux. Puis, vous pensez vraiment qu'il va se passer quelque chose? Oui. Pourquoi? Parce que cette fois, nous avons tout. Chaque preuve, chaque témoin, et nous ne lâcherons pas. Cet après-midi-là, Nicolas rencontre Manon Petit. Elle amène sa fille de 4 ans. La petite fille joue avec des crayons de couleur pendant que Manon parle. Mon bras me fait encore mal quand il pleut, dit Manon. Mais vous savez ce qui fait plus mal? C'est qu'il est toujours là, à porter cet insigne. Plus pour longtemps. Manon étudie son visage. Vous avez l'air sûr. Je le suis. Comment? Nicolas jette un coup d'œil à la petite fille qui dessine un arc-en-ciel. Parce que j'ai vu ce qui se passe quand les gens bien n'abandonnent pas. Quand le système fonctionne vraiment. Manon hoche lentement la tête. À la fin de la semaine, le pasteur Lenoir organise une réunion communautaire. 200 personnes se présentent. Nicolas s'assoit au fond. Un par un, les gens se lèvent, racontent leurs histoires. Pas seulement sur Mercier, sur tout le système. Des années de plaintes ignorées, des années à se faire dire d'obtempérer, de se taire. C'en est fini, dit le pasteur Lenoir depuis la chaire. Fini le silence. S'ils n'écoutent pas une voix, ils en écouteront 200. La foule applaudit. Nicolas observe depuis sa place. Il voit Léo, Manon, 12 autres qu'il a rencontrés cette semaine. Il voit sa mère, debout près de l'avant. Monique croise son regard, hoche la tête. Elle a peur, mais elle est là. Ils sont tous là. Pour la première fois depuis que Mercier l'a plaqué contre ce mur, Nicolas ressent autre chose que de la colère. Il ressent de l'espoir. Petit, fragile. Mais présent. Sandrine se glisse sur le siège à côté de lui, se penche. Le grand jury se réunit lundi, murmure-t-elle. Nous sommes prêts. Nicolas hoche la tête, regarde la communauté qu'il a élevée se lever, et réalise qu'il ne se bat pas seul. Il ne l'a jamais été. Sandrine appelle Nicolas à 23h le dimanche. On a trouvé quelque chose. Nicolas se redresse dans son lit. Quoi? Le grand jury a demandé tous les emails du service mentionnant ton nom. L'expertise informatique a récupéré des fichiers supprimés. Nicolas, Mercier savait qui tu étais bien avant l'agression. Silence. Comment? Un email envoyé 2 jours avant ton audience, de l'agent Lucas Santos à Mercier. Objet, pour info.
Le corps du message dit « Fais gaffe. Un type vient au tribunal jeudi. Nicolas Leroy. Il est du ministère de la Justice. Celui qui enquête sur nous. Je pensais que tu devais savoir. » La poitrine de Nicolas se serre. Santos l'a balancé. Pas exactement. Santos avait peur. Il voulait avertir Mercier d'être prudent. Mais Mercier, Sandrine marque une pause. Mercier a répondu. Merci. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Envoyé à 19h03. 1 heure après avoir reçu l'avertissement. Nicolas se lève, fait les 100 pas. Il l'a planifié. Oui. Il savait que j'étais du ministère de la Justice, il savait que j'enquêtais et il m'a agressé quand même. Pire. Il y a un autre email du chef Leclerc à Mercier, la veille de ton audience. Leclerc a écrit, un magistrat du parquet assistera à l'audience demain. Nicolas Leroy, affaires civiles. Soyez professionnel. Nicolas arrête de marcher. Leclerc savait aussi. Il savait. Il a averti Mercier. Mercier a répondu, je le suis toujours. Puis Mercier est entré dans cette salle d'audience et a fait exactement ce qu'il a fait. Ce n'est pas une agression. C'est une vengeance préméditée, une obstruction à la justice, une violation des droits civils. Mercier n'a pas craqué. Il a choisi. Nicolas se rassoit. Ses mains tremblent. Il y a plus, dit Sandrine. Nous avons retracé les relevés téléphoniques de Santos. 8 appels entre Santos et Mercier la semaine avant ton audience. Des SMS aussi. Santos donnait à Mercier des informations sur l'enquête du service. C'était Santos la taupe? Non. Santos obtenait les informations de quelqu'un d'autre. Nous cherchons encore. Mais Nicolas, c'est plus profond. Santos, Mercier, Leclerc, ils savaient tous et ils ont tous laissé faire. Nicolas ferme les yeux. Toutes ces fois où il s'est demandé, ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je provoqué ça d'une manière ou d'une autre? Non. Mercier l'a traqué, l'a attendu. Et a frappé quand il pensait que personne ne se soucierait d'un autre homme noir remis à sa place. Et le juge? Demande Nicolas. Savait-il? Non, nous avons vérifié. Le juge Dubois n'avait aucune idée de ta position. C'est pourquoi il avait l'air si confus quand Mercier a fait monter la tension. Mais il ne l'a pas arrêté. Non, il ne l'a pas fait. La voix de Sandrine s'adoucit. Mais il coopère maintenant. Déclaration complète. Il en est malade. Nicolas pense à l'appel du juge Dubois, à ses excuses, à la honte dans sa voix. Quand le grand jury entendra-t-il ça? Demande Nicolas. Demain à 9h. Nous présentons tout. Les emails, les relevés téléphoniques, l'historique des plaintes de Mercier, le schéma de Leclerc pour le couvrir. Et nous recommandons des poursuites contre les 3. Les 3? Mercier pour agression, violation des droits civils et obstruction. Leclerc pour complicité et négligence. Santos pour obstruction. Nicolas est silencieux. Nicolas, tu es là? Oui, je suis là. C'est ça. C'est ce dont nous avions besoin. Mercier ne peut pas prétendre qu'il ne savait pas. Il ne peut pas dire que c'était un malentendu. Il savait exactement qui tu étais et il l'a fait quand même. Après avoir raccroché, Nicolas reste assis dans le noir. Il pense à Léo Diallo, comment Mercier l'a tasé sans raison. Il pense à Manon Petit, comment Mercier lui a cassé le bras pour une barre de chocolat à 1 euro. Il pense à eux tous. Mercier ne les a pas blessés par accident. Il les a blessés parce qu'il le pouvait. Parce que personne ne l'a arrêté. Parce que le chef Leclerc l'a couvert à chaque fois. Le téléphone de Nicolas vibre. Un texto de Léo. J'arrive pas à dormir. Stressé pour demain. Nicolas répond. Moi aussi. Mais on va y arriver, Léo. Comment tu sais? Nicolas fixe la question. Tape. Parce que cette fois, la vérité ne peut pas se cacher. Il l'envoie, se rallonge, fixe le plafond. Demain, la carrière de Stéphane Mercier prend fin. Demain,
la carrière du chef Leclerc prend fin. Demain, 23 victimes pourront raconter leurs histoires à un grand jury qui les écoutera vraiment. Demain, le système fonctionne. Nicolas ferme les yeux. Pour la première fois en 2 semaines, il dort toute la nuit. Le palais de justice fédérale est bondé à 8h30. Les camionnettes des chaînes d'information bordent la rue. Les journalistes s'agglutinent sur les marches. Les manifestants tiennent des pancartes. Justice pour Nicolas. Fin à la brutalité policière. Mercier doit payer. Nicolas arrive avec Sandrine à 8h45. Il se ferait un chemin à travers la foule. Les flashs crépitent. Les questions fusent. Nicolas garde la tête haute cette fois. Ne se cache pas. À l'intérieur, la salle du grand jury est au 3e étage. Nicolas n'est pas autorisé à y entrer. Seuls les témoins et les procureurs. Il attend dans le couloir avec Léo, Manon et les autres. Monique s'assoit à côté de lui prend la main. « Tu as peur ?» demande-t-elle. Terrifié. « C'est bien. Ça veut dire que tu t'en soucies encore. » À 9h précises, Sandrine entre dans la salle du grand jury. 2 autres avocats avec elle, les bras chargés de dossiers. La porte se ferme. Nicolas attend. 1 heure passe, puis 2. À 11h30, le partenaire de Mercier sort. Celui qui portait la caméra piéton. Son visage est pâle. Il ne regarde personne. À 12h15, Léo entre. Il reste à l'intérieur pendant 40 minutes, sort en s'essuyant les yeux. Nicolas se lève. Léo hoche la tête. Je leur ai tout dit. Manon entre à 13h. 35 minutes. Elle sort plus forte qu'elle n'est entrée. Un par un, les victimes témoignent. À 15h, le chef Leclerc arrive, flanqué de 2 avocats. Il a l'air plus petit qu'à la télé. Plus vieux. Il entre. Ne sort pas avant 90 minutes. À 16h30, le grand jury se retire pour délibérer. Nicolas fait les 100 pas dans le couloir. Ne peut pas rester assis. Monique essaie de lui donner un sandwich. Il ne peut pas manger. Et s'ils ne l'inculpent pas? Demande-t-il à Sandrine. Ils le feront. Mais et si, Nicolas? Sandrine lui attrape les épaules. Nous avons des emails montrant que Mercier savait qui tu étais. Nous avons une caméra piéton montrant la préméditation. Nous avons 11 victimes précédentes. Nous avons le schéma de dissimulation de Leclerc. Nous avons tout. Ils ont déjà tout eu avant. D'autres affaires, d'autres services, et rien ne s'est passé. Cette fois, c'est différent. Pourquoi? Sandrine le regarde dans les yeux. Parce que tu es toujours debout. Parce que 23 personnes ont trouvé le courage de se tenir à tes côtés. Parce que les preuves sont indéniables. Voilà pourquoi. À 17h47, le président du grand jury envoie un message. Ils ont pris une décision. Tout le monde retourne dans la salle d'audience. Nicolas s'assoit dans la galerie, au premier rang, Monique d'un côté, Léo de l'autre. Le président se lève, un homme blanc d'une 60aine d'années, des lunettes de lecture. Dans l'affaire des États-Unis contre Stéphane Mercier, l'agent Mercier est inculpé de 3 chefs d'accusation, agression sous couvert de l'autorité publique, privation de droits civils en vertu de l'article 18 USC 242, et obstruction à la justice. La salle explose. Nicolas ferme les yeux, respire. Dans l'affaire des États-Unis contre Jean Leclerc, le chef Leclerc est inculpé de 2 chefs d'accusation, complot en vue d'obstruer la justice et négligence volontaire dans la supervision. Monique serre la main de Nicolas si fort que ça fait mal. L'agent Santos ne sera pas inculpé en raison de sa coopération avec les enquêteurs. Le président s'assoit. C'est fait. Dehors, Sandrine tient une conférence de presse sur les marches du tribunal. Aujourd'hui, un grand jury a affirmé ce que nous savions depuis le début. L'agent Stéphane Mercier a violé les droits civils de Nicolas Leroy. Le chef Leclerc a permis cette violation en fermant les yeux pendant des années. Mais cette affaire ne concerne pas seulement une agression. Elle concerne un schéma, un système qui protégeait les mauvais policiers aux dépens des gens bien. Un journaliste crie, que se passe-t-il maintenant? Maintenant,
l'agent Mercier risque 5 à 10 ans de prison fédérale. Le chef Leclerc risque 2 à 5 ans et la perte de sa pension. Et le service de police de Millbrook sera placé sous décret de mise sous tutelle fédérale. Les caméras piétons seront obligatoires. Les plaintes seront examinées par une commission indépendante. La formation sera réformée. Ce service changera où il devra nous répondre. Un autre journaliste, Monsieur Leroy, avez-vous quelque chose à dire? Nicolas s'avance. La foule se tait. Je suis venu à Millbrook pour aider ma mère avec une clôture. Je ne suis pas venu chercher ça. Mais Stéphane Mercier a fait un choix. Il a choisi de me voir comme une menace plutôt qu'un citoyen. Il a choisi la violence plutôt que le respect. Et à cause de ce choix, 23 autres personnes ont trouvé le courage de dire « ça m'est arrivé aussi ». Sa voix est stable, claire. Cette affaire ne me concerne pas. Elle concerne Léo, Manon, Marie, Théo, tous les autres. Ils méritaient la justice il y a des années. Aujourd'hui, ils l'obtiennent enfin. La foule applaudit. Nicolas recule. Laisse Sandrine finir. C'est fini. Stéphane Mercier va en prison. Et le système qui le protégeait est en train d'être démantelé. 8 mois plus tard, Stéphane Mercier est condamné à 4 ans de prison fédérale. Sans possibilité de libération conditionnelle. Il ne s'excuse pas, se contente de regarder droit devant lui pendant que le juge lit la sentence. Le chef Jean Leclerc plaide coupable. 18 mois, il perd sa pension. Le service de police de Millbrook opère sous surveillance fédérale. Nouveau chef, nouvelle formation, des caméras piétons qui ne peuvent pas être effacées. Une commission de révision civile avec une réelle autorité. 12 victimes reçoivent des règlements totalisant 1,8 million d'euros. Nicolas retourne à Millbrook une dernière fois. La clôture a disparu. Bernard l'a déplacée. Le jardin de Monique pousse à nouveau. Nicolas se tient sur les marches du tribunal. Au même endroit où Mercier l'a traîné. Il y a un nouveau panneau. Égalité devant la loi. Il pense à Léo, à Manon, à tous les autres. À un système qui n'a écouté que lorsqu'il y a été forcé. Nicolas repart en voiture. Son travail n'est pas terminé. Il y a d'autres Millbrook, d'autres Mercier, d'autres victimes qui attendent. Il reviendra, quelque part. Parce que c'est ce qu'on fait quand le système échoue. On le fait fonctionner, une affaire à la fois. Cette histoire a commencé avec une clôture, elle s'est terminée par une prise de conscience. Nicolas n'a jamais eu besoin d'un titre pour mériter la dignité, mais son titre a forcé le système à se regarder en face. Voici la question. Combien ont souffert avant Nicolas? Combien souffrent maintenant? Si cela vous a ému, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à Voix Noire non censurée pour plus d'histoires. Commentez. Avez-vous été témoin d'une injustice comme celle-ci? Parce que le silence protège les tyrans. Nos voix les arrêtent. Chez Voix Noire non censurée, nous ne polissons pas la douleur ni n'édulcorons le message. Nous le disons tel qu'il est, parce que la vérité ne mérite rien de moins. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a parlé, cliquez sur j'aime, rejoignez la conversation dans les commentaires, et abonnez-vous pour être là pour la prochaine Voix non censurée.